Dans ce cas, je vais commencer. Donc le premier atelier qui a travaillé sur la question de la coopération des acteurs, un sujet très vaste, on en a beaucoup parlé ce matin sur les questions de gouvernance, comment on met des gens autour de la table. Donc un atelier très riche en échanges, 3 témoignages qui nous ont été présentés. Celui de Bernard Clément, enseignant-chercheur, qui nous a éclairé sur les appuis ou les apports possibles des scientifiques dans l'élaboration d'observatoires. Ensuite, François Surat, chargé de l'Observatoire de la biodiversité au sein du GIP Environnement, qui nous a identifié les points faibles des articulations entre les échelles de territoire, mais aussi les pistes de solutions qui peuvent être mises en place, expériences vécues, donc évidemment témoignage intéressant, et le dernier témoignage de Christophe Lally du Conseil Général 56 du Morbihan, qui travaille au sein de la direction des territoires, qui nous a présenté des expériences de mobilisation d'acteurs pour améliorer la connaissance sur des problématiques émergentes, notamment les questions de l'énergie, de la méthanisation et de la gestion des déchets. De tous ces échanges, je retiens, je vais rentrer par la question des acteurs puisque Bernard Clément nous a dit tout ça c'est une affaire d'individus, donc de fait c'est une affaire de personnes. Et moi j'ai retenu 6 acteurs potentiels à essayer de mobiliser, d'engager tout au long de la vie d'un observatoire, alors de l'identification des besoins jusqu'à la diffusion d'une donnée valorisée ou traitée. Vous verrez, c'est des noms qui ne sont pas habituels, mais j'ai un premier acteur qui est un impulseur. Alors ça peut être la puissance publique, une collectivité qui a besoin de connaissances, comme nous l'a présenté Christophe Lally, et qui va engager une étude de caractérisation, ce qui va permettre derrière de commencer à construire les bases d'un nouvel observatoire sur des problématiques émergentes. Ça peut être le citoyen aussi qui est en attente d'une donnée, d'où en effet l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre sur les questions d'open data. Ensuite, on a un producteur ou un détenteur de la donnée qui se trouve, lui, à l'échelle très locale. Et pour qu'il puisse en effet, pour garantir la qualité de la donnée, il lui faut un certain nombre d'outils. Donc c'est ce que nous a expliqué François Soria sur l'intérêt de travailler les protocoles dès la base de la construction de l'observatoire pour garantir à la fois la qualité de la donnée, et on verra qu'en effet dans les opportunités ou les moteurs derrière, le catalogage ou le traitement de la métadonnée est important. Et puis aussi garantir l'unicité de la donnée, parce qu'on voit bien qu'à différentes échelles de territoire, les observatoires peuvent être mis en place ou diffusés à la fois sur l'échelle très locale parce que la donnée a été produite ici et remontée à une échelle régionale ou nationale. Et il se trouve en effet qu'on risque d'avoir derrière un certain nombre de doublons lorsque l'on agrège toutes ces données-là. L'autre sujet, ou l'autre acteur, le troisième par exemple, c'est les services supports ou les acteurs un peu supports. On va en trouver différents et notamment on s'est appuyé plutôt sur la question des scientifiques aujourd'hui, qui peuvent, ces scientifiques, ce que nous a dit Bernard Clément, les scientifiques aujourd'hui sont plutôt dans leur sphère de scientifiques, intéressés avant tout à produire de la recherche pour générer de la publication dans des revues scientifiques qui ne sont pas spécialement accessibles à tout un chacun. Et Bernard Clément nous dit que finalement, il faut aussi revenir aux réalités de terrain et essayer de transférer ces compétences ou ces notions de chercheurs vers les territoires, d'où l'intérêt de s'impliquer dans la création d'observatoires locaux sur différents sujets. En l'occurrence, ici, sur les questions de biodiversité. Donc ces scientifiques peuvent être une aide à la structuration des besoins dès l'amont de la démarche, de la création d'observatoires. Ça peut être aussi des lanceurs d'alerte, ce qu'on nous a dit, pour éviter éventuellement de faire des mauvais choix au moment où on crée tel ou tel projet. Et puis ce sont aussi des aides à la décision dans les choix d'avenir à mettre en œuvre sur un territoire. On reverra tout à l'heure cette question ou les freins sur la disponibilité des scientifiques pour s'intégrer dans ces observatoires locaux, qui ne sont pas simples à lever. Ensuite, j'ai un quatrième acteur que j'ai identifié, et puis c'est peut-être un des acteurs essentiels, c'est le futur utilisateur ou bénéficiaire de la donnée, à qui il va falloir
traduire cette donnée, la rendre accessible et dans un langage à peu près correct pour l'ensemble des utilisateurs. Là aussi, on voit que c'est pas simple. Moi, je suis pas du tout issu du monde de l'observation. J'ai eu la chance de travailler sur le sujet et j'ai entendu depuis ce matin plein de gros mots. Comment on fait pour essayer de traduire tous ces gros mots pour que tout un chacun, alors à la fois le scientifique s'y retrouve, mais aussi l'utilisateur et le citoyen lambda puissent comprendre de quoi on parle. L'autre acteur que j'ai identifié, c'est le coordinateur ou l'archiveur de la donnée. Là, on va revenir du coup sur ce que nous disait François tout à l'heure, sur les strates territoriales. On voit que la donnée est produite au niveau très local, et aujourd'hui, elle a tendance à alimenter du niveau national, directement, notamment sur les questions de biodiversité. Et puis, elle est agrégée et elle revient au niveau régional et au niveau local, avec énormément de pertes en ligne. Quel rôle, en effet, du niveau dit local ou supra-local, notamment le niveau régional, pour à la fois continuer à garder de la matière très précise, et c'est là où le travail sur la métadonnée aura du sens, et à la fois répondre aux attentes du niveau national. Donc ce niveau régional doit être ce garant de l'unicité de la donnée. Il aide également, normalement, à l'identification des besoins, à la construction des protocoles. Il doit aider au questionnement pour construire ces protocoles-là. Et il doit être aussi dans une logique d'agrégation des données pour répondre à ces besoins plutôt régionaux et plutôt locaux. Et enfin, il y a la question de la diffusion des données. Évidemment, tout ce travail est fait pour alimenter et pour enrichir, alors, soit des open source pour tout un chacun, soit des études parce qu'il y a besoin de cette donnée pour la valoriser, l'interpréter et en faire en effet des outils d'aide à la décision. Et ce diffuseur doit, pour le coup, travailler sur ces questions de langage. Alors, en filigrane de tout ça, et je vais compléter tout à l'heure en 3 minutes, parce que c'est peut-être un petit peu long, sur les besoins et puis les freins, quelques freins, quelques moteurs, on a pas mal entendu quand même cette question de la gestion des moyens. Il faut des moyens pour faire ça, il faut de la disponibilité, il y a des craintes de polémique, et tous ces éléments peuvent être aussi un frein du coup à essayer d'agir, ou à essayer de mettre en lien tous ces acteurs. La coopération s'improvise pas, il faut en effet en avoir conscience, ça prend du temps, c'est exigeant, ceci dit, on peut espérer que ça puisse faire gagner du temps. Alors, rapidement, quelques freins sur ce que nous ont dit les scientifiques et de ce qu'a rapporté la salle tout à l'heure, le groupe, c'est qu'il y a de plus en plus de données, donc ça c'est extrêmement riche, sauf que les scientifiques qui s'alimentent de toutes ces données, on prenne du temps aussi pour les digérer, ce qui les amène à faire de la recherche dans des temps longs, et ce qui peut éventuellement les empêcher d'aller voir les réalités de terrain. Donc ça c'est une réalité qui a été affichée. On voit cette attente de l'intervention des scientifiques sur le terrain. Ceci dit, on l'a dit, hein, ils sont plutôt évalués sur leur capacité à alimenter des revues scientifiques que sur leur capacité à intégrer des conseils scientifiques ou la création d'observatoires, ce qui rend en effet leur disponibilité ou leur volonté d'agir moins importante et du coup moins riche pour le local. Au-delà de la garantie d'unicité de la donnée, qui peut être un frein à avancer, il y a cette question de la géolocalisation de toutes ces données, également, qui est importante, qu'il faut travailler. Alors là, du coup, les outils web puis l'ensemble des outils et de plateformes qui sont mis en place sont des moteurs pour pouvoir avancer. Ceci dit, il faut continuer à aller plus loin là-dessus. Un certain nombre de référentiels taxonomiques avec, en effet, des listes à n'en plus vouloir qui sont un frein à s'approprier des démarches d'observation locale ou de réalisation de protocoles locaux pour engager un observatoire. Parmi les principaux moteurs, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a cette question de la mise en questionnement et de partage de ce questionnement qui vise à construire la collecte, enfin les protocoles qui permettent de travailler la collecte des données, le traitement, la valorisation. Cette idée de partir, si on ne sait pas où on va, d'études de caractérisation, comme ça nous a été présenté par le conseiller général 56, ce qui va permettre du coup légitimement de mettre des gens autour de la table, les utilisateurs, les futurs bénéficiaires, les détenteurs de données,
et puis de commencer à construire un observatoire. Il faut certainement des impulsions, ce que je disais, l'accompagnement de la puissance publique là, a un rôle fort sur le début de ces observatoires sur des thématiques émergentes. Et puis parmi les besoins qui ont été identifiés par les participants du groupe, donc c'est ce besoin d'avis scientifique, quoi qu'il en soit, parce que ça aide à avancer, à construire les observatoires locaux. C'est besoin d'outils pour saisir les données qui soient à la fois performants, alors il en existe, mais continuer à les faire évoluer pour qu'ils le soient plus. C'est besoin de traduction des données brutes pour les rendre accessibles à chacun, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est besoin de structures d'échange de données et d'outils de mise en réseau, alors pas uniquement physique, des outils web pour mettre en réseau et échanger à la fois des données et des idées. Et puis ces besoins permanents de connaissances, notamment sur des domaines émergents, et cette idée de se lancer dans des études nouvelles à chaque fois qu'un sujet nouveau arrive. J'en ai à peu près terminé, donc j'espère que j'étais assez fidèle à ce qu'a dit le groupe. Merci de votre attention. Merci Sébastien.